Bonjour tout le monde. Avant de débuter, je voudrais juste revenir sur un point qui m'a été soulevé, sur lequel a été questionné, à savoir le délai entre la découverte lundi dernier du corps et la tenue du point de presse aujourd'hui. Simplement pour vous préciser qu'il y avait évidemment un enjeu d'identification formelle du corps. Comme vous le savez, le dépôt doit être identifié à la satisfaction du coroner. Il y avait également des démarches d'enquête à compléter. Et le plus important, vous comprendrez qu'avant de m'adresser à vous aujourd'hui, on voulait rencontrer la famille. On voulait être en mesure de leur expliquer les choses, de répondre à leurs questions. Et je pense que ça va dans l'ordre des choses qu'on fasse ça tout d'abord. Ça s'est fait ce matin. Donc maintenant, je vais être en mesure, je l'espère, de répondre à certaines de vos questions. Je sais que vous en avez beaucoup. Je vais autant vous dire, je n'aurai assurément pas de réponse à toutes vos questions. Et je vais tenter de faire ce que vous y répondre. Mais sachez qu'aujourd'hui, je vais essayer de m'en tenir au fait, à ce qu'on sait. Puis je ne veux pas trop aller dans les théories ou les hypothèses. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de s'en tenir au fait. Commencer en vous disant qu'effectivement, depuis hier soir, on a la confirmation de l'identité du corps qui a été trouvé en fin de journée lundi, comme étant celui de Martin Carpentier. Donc, c'est sûr que de notre côté, à nous, ça met fin à l'enquête criminelle, parce que l'enquête démontre clairement qu'il n'y a pas d'intervention d'un tiers, il n'y a personne d'autre qui a participé à la commission d'infraction. Donc, pour nous, l'enquête criminelle se termine. Et évidemment, maintenant, c'est le bureau du coroner qui va prendre la relève. Je ne veux pas revenir sur l'ensemble de tout ce qui s'est fait, tout ce qui a été rapporté, et peut-être revenir sur la séquence de l'événement, mais avec 4 moments particuliers dont il a été question. Évidemment, je vais commencer par l'événement qui a débuté, c'est-à-dire l'embardée avec le véhicule conduit par Martin Carpentier le 8 juillet dernier sur l'autoroute 20 à la hauteur du kilomètre 282. Bon, peut-être vous dire que tout d'abord, ce que l'enquête a démontré, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un geste délibéré, ce n'est pas un geste qui était prémédité. Donc, l'enquête collision qui a été faite par nos reconstitutionnistes, l'examen minutieux de la scène démontre qu'il s'agit vraiment d'une embardée qui n'était pas intentionnelle. Et dans l'examen de la scène, il y a même des traces qui ont été prélevées qui nous portent à croire qu'il a tenté de reprendre le contrôle du véhicule, mais sans succès. Donc, pour nous, jusqu'à ce moment-là, dans le temps, il n'y a rien qui était prémédité ou qui était délibéré. Par contre, pour nous, cette embardée-là, c'est vraiment un point de bascule, parce que c'est à partir de ce moment-là que le comportement, qu'on peut tous, je pense, qualifier de hors-norme, va entrer en jeu. Et c'est vraiment pour nous, à partir de ce moment-là, que tout va commencer en termes de comportement qui est au cœur de l'enquête. Je vais vous dire immédiatement que je ne veux pas élaborer quant à l'état d'esprit potentiel, les motivations, le mobile, simplement parce qu'il y a une enquête du coroner qui va suivre, à laquelle on va évidemment contribuer. Mais il ne m'appartient pas aujourd'hui d'essayer de spéculer quant à ça. La réalité, c'est que le principal intéressé est décédé, donc il y a des choses qu'on ne saura jamais réellement. Et là, je ne veux pas spéculer quant à ça, je vous le dis d'emblée. Évidemment, le deuxième événement sur lequel je veux revenir, c'est l'introduction dans la dépendance du roulotte, dont on vous a parlé jeudi dernier. Ça se déroule de façon assez contemporaine à l'embardée. On est à environ 1,7 km des lieux de l'embardée. Et l'enquête nous démontre, avec de l'ADN qui va être prélevé sur place, que Martin Carpentier est celui qui s'est introduit dans la roulotte. À ce moment-là, on n'a pas l'ADN des 2 fillettes, mais par contre, par enquête, on est certain qu'à ce moment-là, les fillettes sont encore présentes et par contre, qu'elles n'ont probablement pas entré à l'intérieur de la dépendance. Le suspect va poursuivre sa route jusqu'à l'endroit où on va malheureusement trouver des dépôts et des fillettes. Pour nous, à ce moment-là, c'est là que l'irréparable va être commis. Ce que l'enquête a démontré, c'est que bien que les fillettes ont été blessées dans l'embardée, c'est à ce moment-là que le suspect va les tuer à l'aide d'un objet contondant. Je n'élaborerai pas plus en détail sur les circonstances des décès. Je ne pense pas que ça soit nécessaire, simplement pour vous dire que pour nous, c'est clair qu'il s'agit d'un double meurtre et que les fillettes ont été tuées à ce moment-là à l'aide d'un objet contondant.
Par la suite, le suspect poursuit sa route. Et là, on est rendu à 5,5 km des lieux de l'Embardée, qui est l'endroit où on va trouver le corps lundi dernier, où il va mettre fin à ses jours. Tous ces événements-là que je viens de vous relater, là, les 4 principaux moments, si on veut, là, dans la séquence des événements, pour nous, ça s'est déroulé très rapidement, de façon contemporaine. En fait, ce que l'enquête démontre, avec les résultats d'autopsie, avec tous les autres éléments qu'on possède, c'est qu'au lever du jour, le 9 juillet dernier, bien, l'irréparable était déjà connu. Tous les événements que je viens de vous relater avaient déjà été connus. Les fillettes étaient malheureusement déjà décédées et le suspect aussi. C'est ce que l'enquête tend à démontrer. Peut-être revenir un petit peu, je sais qu'on a beaucoup parlé de toutes les démarches qui ont été faites, mais je pense que c'est important de souligner le travail qui a été fait. C'est plus de 1000 informations qui ont été traitées par les enquêteurs au cours de ces 2 semaines-là. 1000 informations qui ne sont pas juste reçues, mais qui sont traitées, analysées, validées, comparées à d'autres informations qu'on possède déjà, qui mènent à des démarches d'enquête qui peuvent être la rencontre de témoins, de récupérer des enregistrements vidéo de caméras de surveillance, par exemple. Vous avez compris que c'est un travail colossal que de traiter ces 1000 informations-là. Et ça se fait en parallèle des recherches, qui est évidemment l'événement le plus visible, c'est le plus visible comme démarche parce que tout le monde peut voir les policières à l'œuvre sur le terrain, qui ont lieu où il y a 720 propriétés qui ont été vérifiées par les policiers. Et là, ça s'ajoute aux marcheurs, les quadistes, les maîtres chiens, l'avion de Transport Canada avec le détecteur de chaleur, l'hélicoptère, les drones, bref, tous les moyens ont été mis à disposition des policiers pour tenter de localiser les fillettes et par la suite l'individu. Je vais en profiter pour remercier tous les gens qui nous ont communiqué l'information, qu'elle se soit avérée ou pas. Évidemment, les propriétaires dans ce secteur-là qui ont contribué en communiquant avec nous pour nous permettre de faciliter la vérification des dépendances, des chalets, des propriétés. Les partenaires, le service de police de la Ville de Québec, de Lévis, Transport Canada, Garde-Chasse, toutes les personnes qui ont contribué aux efforts, je pense que c'est important de le souligner et de les remercier. Je remercie aussi le travail des médias dans la vitesse à laquelle vous avez relié l'information au départ. À la fin, puis je sais que vous allez me poser la question, est-ce qu'on est satisfait? Mais je pense qu'on ne peut pas être satisfait d'un dénouement où il y a 3 personnes qui ont perdu la vie. On souhaitait tous et toutes retrouver les fillettes en santé. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Par contre, je peux vous dire aujourd'hui, vous savez, on a à tous les jours, les enquêteurs, les gens qui étaient décisionnels dans ce dossier-là, se remettaient en question, se reposaient des questions, réévaluaient chacune des stratégies. À tous les jours, ça s'est fait. Et évidemment, comme dans toute opération policière, à la fin de celle-ci, il y a un post-mortem qui va être fait et on va réévaluer tout ce qui a été fait. On n'a absolument pas la prétention d'être parfait. Par contre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a la certitude que tout ce qui pouvait être fait a été fait, malgré que le résultat n'est pas celui qu'on aurait souhaité avoir. Vous aurez compris, c'est bien fait. Alors, je suis prêt à prendre vos questions. Considérant les efforts déployés, bonjour Marco Bérard du Devoir, considérant les efforts déployés, aussi que les personnes sont décédées assez vite, comment se fait-il qu'on n'ait pas découvert les corps plus rapidement? Vous dites qu'on n'est pas satisfait, mais est-ce que c'est un échec pour la Sûreté du Québec? Bien, je vais répondre dans l'ordre à votre question maintenant par rapport aux recherches et pourquoi les corps n'ont pas été trouvés avant. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'on ne peut pas analyser des décisions qui sont prises à partir des éléments qu'on ne possédait pas à ce moment-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est facile de dire, maintenant qu'on sait pour la roulotte, maintenant qu'on sait pour tous les corps, on aurait dû. Il faut comprendre qu'à chaque fois que les décisions sont prises en fonction des éléments qu'on détient à ce moment-là. Donc, il faut faire attention. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu les trouver avant? Vous savez, je vous ai fait la nomenclature de ce qui a été fait comme recherche. Le fameux périmètre, qui a été déterminé aussi en fonction des éléments qu'on avait, parce qu'on avait des traces de peau. Mais on savait aussi que le suspect, par exemple, était lié, parce qu'on avait récupéré une de ses sandales. Donc, tout ça, ça tient en compte. Maintenant, bien, satisfait. Je me verrais mal vous dire aujourd'hui qu'on est satisfait alors que 3 personnes qui ont perdu la vie, je vous l'ai dit tantôt. Et par contre, par rapport au sentiment d'avoir fait tout ce qu'on pouvait, que tout ce qui pouvait être fait a été fait, oui, ça c'est un sentiment qu'on a. Ceci dit, on va quand même refaire une rétroaction. Comme à chaque fois, on va revalider. C'est sûr qu'on vise à s'améliorer à chaque fois. Mais je pense que vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas être satisfait dans la mesure où le résultat, ce n'est pas celui que personne ne souhaitait. Et quelles leçons tirez-vous déjà à ce moment-ci de l'opération? Bien, c'est tôt encore pour répondre à ça, parce que vous comprendrez que l'enquête criminelle se termine à peine. L'enquête du coroner n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup d'éléments. Il y a toujours des informations qui rentrent. Je ne peux pas m'avancer. Ça serait un petit peu vite pour moi là, de commencer à penser à réévaluer des conclusions. Juste parler plus fort que je vous entends. Étant donné que ça s'est fait relativement rapidement, les alertes en vert, ça a pris 6 heures avant qu'elles soient déclenchées. Est-ce que ça fait ça en perspective? Est-ce que ça n'a pas fait déclencher
Concernant l'alerte Amber, c'est votre question. En fait, il faut encore une fois se rapporter dans le temps. Je reviens à ce que je disais à votre collègue précédemment. Quand on prend des décisions, on les prend en fonction des éléments qu'on possède à ce moment-là. Et là, on va se rapporter dans la soirée du 8 juillet suite à l'embardée. En fait, nous, initialement, ce qu'on a, c'est un véhicule qui est abandonné. Puis on ne sait pas ce qui est advenu des occupants. Est-ce qu'ils ont été ramassés par un autre automobiliste qui passait par là? Est-ce qu'ils ont appelé un taxi? Est-ce qu'ils ont pris Uber? Et quand on va communiquer avec la famille, on va réussir à identifier les occupants du véhicule, bien qu'ils soient évidemment inquiets dans la mesure où ils ont été impliqués dans un embardé, il n'y a rien qui nous porte à croire que le père est un danger pour les fillettes. Donc, l'inquiétude qu'on a, c'est plus quant à savoir ce qui s'est passé et non pas que les fillettes sont en danger. On n'a pas de notion d'enlèvement, on n'a pas de notion de danger immédiat du père pour les fillettes. Il faut se rappeler que lorsqu'on déclenche l'alerte Amber, bien, ça fait partie du critère. Ça prend une notion d'enlèvement, ça prend une notion d'élément criminel, et là, tout ce qu'on a, c'est un embardé. On n'a pas de raison de croire que le père ne va pas subvenir aux besoins des fillettes. Et je vous rappelle aussi que l'ultime objectif derrière l'alerte Amber, c'est d'informer les citoyens afin qu'ils soient nos yeux, nos oreilles. Or, ce que l'enquête démontre, c'est que la dernière fois que les trois vont être vus vivants, bien, c'est ce soir-là, un peu après 21h, après l'embardée, par des témoins qui vont rapporter les voir courir alors qu'ils vont retraverser les voies rapides de l'autre côté et ils ne seront pas jamais revus par personne en vie par la suite. Donc, ce que je vous dis à la fin, c'est que même si l'alerte Amber avait été déclenchée avant, ce qui n'était pas possible compte tenu de ce qu'on avait comme information, bien, ça n'aurait rien changé au résultat. Bien, là, évidemment, là, on avance dans le temps, on est rendu au lendemain, on n'a pas de nouvelles. Puis là, il faut comprendre aussi, ça c'est important, parce que c'est pas parce que l'alerte Amber n'a pas été déclenchée qu'il ne s'est rien fait là, dans les premières heures. Vous savez, immédiatement, il y a Maître Chien qui est envoyé sur place, des vérifications, des recherches, on a communiqué avec les compagnies de taxi, Uber, les hôpitaux, on a fait un paquet de démarches pour tenter de les localiser. Mais la présomption, c'était que, bon, peut-être qu'ils avaient été blessés, mais qu'ils étaient assurément en sécurité quelque part. Et malgré ça, on a fait des vérifications. Donc, le point tournant, bien écoutez, c'est qu'à ce moment-là, après un certain temps, on n'a pas de nouvelles, il ne s'est pas manifesté, là, on commence à s'inquiéter, et là, par les vérifications, on trouve des traces de pas, on comprend qu'il s'enfonce plus loin dans le boisé, et là, c'est là qu'il y a des éléments qui portent à croire qu'il y a peut-être anguille sous roche, il y a d'autres choses qui se passent, et c'est là que l'alerte Amber va être déclenchée le lendemain en début d'après-midi. Bonjour, Stéphanie Laurent de la Presse canadienne. Je poursuis sur la question de ma collègue. Une embardée dans laquelle deux petites filles se trouvent, puis le soir même, un père qui ne communique pas avec la mère des enfants, ça, c'était pas suffisant pour déclencher l'alerte Amber. Bien, en fait, pour répondre à votre question, là, à savoir si c'était suffisant ou pas, c'est que nous, le premier critère, c'est qu'on va parler avec la famille. Si la famille nous dit qu'ils n'ont pas de raison de craindre que le père voudrait s'en prendre aux fillettes, qu'ils considèrent qu'avec le père, elles sont en sécurité, là, je suis en train de vous dire qu'ils ne s'inquiétaient pas. On s'inquiétait parce que tout le monde voulait savoir ce qui était arrivé. Mais la prémisse à ce moment-là, c'était pas que le père était une menace pour les fillettes. Donc, ce qu'on avait, c'était une sortie de route avec pas de signe de blessure grave à bord du véhicule, autre que l'état du véhicule. Et bien, la présomption, c'était que quelqu'un les avait ramassés, qu'ils avaient pris un taxi, qu'ils s'étaient rendus ailleurs, qu'ils étaient peut-être en sécurité quelque part, et pas que le père s'en rendait aux fillettes. Donc, de déclencher une alerte Amber, sans penser que le père était une menace pour les fillettes, ça n'aurait pas tenu sens, ça n'aurait pas été ça la chose à faire. Mais nonobstant ça, là, il y a un paquet de démarches qui ont été effectuées ce soir-là, puis je reviens encore à ça. L'alerte Amber, c'est pas au moment où on déclenche le lendemain qu'on commence à faire le travail. Tout le travail se fait au cours de la nuit. Là. Maître Chien, les recherches en forêt, on communique avec les taxis, les Uber, je vous dis tout ça, je ne vais pas le répéter, mais il y a déjà un paquet de choses qui se font en termes d'enquête. Ça n'a pas débuté le lendemain quand on a déclenché l'alerte. Je comprends ce que vous dites, mais une mère dont les petites filles ne sont pas présentes, il y a un accident, elle sait qu'il y a un accident, il n'y a personne qui communique avec la mère pour l'informer que ses enfants sont corrects, c'est pas suffisant à ce moment-là, parce que vous n'aviez pas la crainte d'un enlèvement. Il faut savoir tout d'abord que le cellulaire suspect était à bord du véhicule. Donc, en partant, il n'y avait pas le cellulaire, donc pas la capacité de communiquer. En partant ça nous donne une raison potentielle de comprendre pourquoi la communication s'est pas faite plus rapidement. Je donne un exemple. Mais non, les éléments qu'on possédait à ce moment-là ne portaient pas à croire que le père était un danger pour les fillettes. Et ça, c'est corroboré par les discussions qu'on a avec les proches. Exactement. Exactement ça. Juste pour
tout le monde puisse entendre la question que vous posez. Quant à la séquence, c'est exactement ça. C'est pour nous. Je vous ai relaté 4 moments là, qui ont fait l'objet de la médiatisation, que les gens ont entendu, qui connaissent de l'événement. Mais pour nous, sur l'embarqué, l'introduction dans la dépendance de la roulotte, le décès des fillettes, le décès du suspect, tout ça se déroule dans le premier 12 heures. Pour nous, là, au lever du jour, le 9, malheureusement, le drame est déjà joué. C'est ce que l'enquête a démontré. Compléter, on va passer à monsieur après. Je sais que vous ne voulez pas aller dans l'état d'esprit, mais de ce qu'on comprend, cette affaire-là était partie manger de la crème glacée soufflée, il n'y avait pas de prétention, on n'avait pas peur qu'ils s'en prennent à ses enfants. C'est quoi l'élément déclencheur? Est-ce que c'est l'embarqué? Est-ce que c'est passé sous à pied? Est-ce qu'on a des détails là-dessus? Parce que ça, le geste est gros par rapport à... Jusqu'à l'embarqué, le comportement suspect est normal par rapport quand on discute avec la famille, quand un comportement, on trouve même un cornet, parce que vous parlez du cornet de crème glacée, on va même trouver un cornet de crème glacée à bord du véhicule. Il se dirige dans la bonne direction, donc on peut potentiellement croire qu'il s'en va reconduire les fillettes. L'enquête collision, les reconstitutionnistes démontrent que ce n'est pas un geste délibéré, que c'est une perte de contrôle. Il a même tenté de reprendre le contrôle. Maintenant, après l'embarqué, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je ne peux pas vous répondre, autre que vous dire que pour nous, c'est à partir de ce moment-là que le comportement devient hors norme. Maintenant, quant à ses intentions, son état d'esprit, sa motivation, je ne veux pas m'avancer parce que là, on tombe dans les hypothèses, dans les théories. Le coroner doit faire son travail auquel on va contribuer. Je ne veux pas m'avancer parce que là, on serait vraiment dans les théories, puis je vous l'ai dit d'emblée, je veux vraiment m'en tenir aux faits à ce stade-ci. Vous avez mentionné que le père avait quitté un objet contondant pour le meurtre, mais vous avez dit qu'il avait mis fin à ses jours. Vous n'avez pas précisé comment il n'était pas armé selon vos connaissances. Et juste une question par rapport à ça, est-ce qu'il a été retrouvé à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de recherche qui avait été identifié? OK. Pour la première question, à savoir, là, non, je n'ai pas élaboré sur le comment il a mis fin à ses jours. Je n'ai pas l'intention non plus. Je ne pense pas que c'est un détail qui soit extrêmement important sur la façon dont il le fait, mais ça n'a rien à voir avec la façon dont il fait de tuer. Maintenant, pour répondre à votre question, quand l'endroit a été trouvé, c'est une excellente question. Vous savez, là, on a beaucoup parlé du périmètre de recherche, mais la réalité, c'est qu'il y en a plus qu'un périmètre. Je vous explique. Il y a un périmètre qui est le périmètre qui va être couvert par les maîtres chiens. Donc, le périmètre que les maîtres chiens vont faire. Il y a le périmètre qui va être fait par les marcheurs, par les gens qui cherchent sur les lieux. Il y a le périmètre qui va être couvert aussi par l'avion, avec le détecteur de chaleur, avec les drones. Il y a le périmètre qui va être couvert par les quadistes. Donc, les deux premiers périmètres dont je vous parle, c'est-à-dire celui du maître chien ou des maîtres chiens, celui des chercheurs, des marcheurs, il était tout juste à l'extérieur de ce périmètre-là, mais il était à l'intérieur des deux autres périmètres. Celui des quadistes et le périmètre qui était couvert par les avions et par les drones. Maintenant, ce qu'il faut savoir par rapport au volet aérien, dans les discussions qu'on a avec les gens qui étaient dans les airs, pour faire une image, c'est un peu comme si du haut du ciel, on voyait des brocolis. C'était impossible de voir ce qu'il y avait sous les brocolis. Et là, vous comprendrez que si on part du principe que tout était joué dans le premier 12 heures, bien, la détection de chaleur devenait une technique d'enquête qui ne pouvait pas fonctionner. L'autre chose, c'est que quand elle adresse la propriété, elle a été visitée à 2 reprises par les policiers, le 10 et le 17 juillet. Les policiers sont rendus là, on a rencontré le propriétaire des lieux, avec lequel on a discuté. Puis, parmi les choses qui ont été retrouvées sur les lieux où le geste, le suicide a été commis, il y a une échelle. Parmi les vérifications qui ont été faites avec le propriétaire des lieux, savoir s'il y avait des objets qui étaient manquants. Il y en a plusieurs échelles, il n'avait pas constaté qu'il y avait une échelle qui était manquante. Et là, il faut comprendre que c'est très densément boisé à cet endroit-là. Ce n'est pas visible du tout de la propriété. Donc, à ce moment-là, le corps n'a pas été trouvé. Même bien que la propriété a été visitée. Et encore là, il faut comprendre que c'était à l'extérieur du périmètre maître-chien, du périmètre marcheur. Là, à savoir comment on a déterminé les périmètres, ça, je peux vous l'expliquer, parce que là, les gens peuvent dire, ouais, le périmètre aurait été plus grand, plus petit. Bon. Les éléments qui nous guident, évidemment, c'est nos spécialistes en recherche. C'est ce qu'on a comme indice. Le fait que, bon, je vous l'ai dit précédemment, on savait qu'il était nu-pied. On savait aussi qu'il y avait des traces de pas qui avaient été trouvées. La direction générale dans laquelle il allait, parce que tout au long de ces démarches-là, de ces étapes-là, c'était toujours vers le sud. Fait qu'évidemment, on a toujours aussi d'évaluer en fonction de la capacité à laquelle il peut se déplacer. C'est sûr qu'avec du recul, je reviens à ce que je disais tantôt, maintenant qu'on sait où il était, aujourd'hui, c'est facile de dire, bien, on aurait dû agrandir le périmètre. Et moi, je reviens toujours avec le fait que lorsque les décisions sont prises avec les éléments qu'on possède à ce moment-là, et à ce moment-là, le périmètre était dressé en fonction de ce qu'on avait comme élément. Vous parlez des informations qu'on avait au moment où ça s'est passé. L'avion thermique, vous dites selon le scénario qu'on a maintenant, il est utile. Mais à l'époque, vous ne saviez pas que ça a été en 12 heures, et vous avez seulement commencé à l'utiliser après que le corps des fillettes a été retrouvé sur le trompe-pas. Pourquoi avoir attendu ce temps-là quand peut-être une utilisation plus rapide
était logique avec les informations que vous aviez à l'époque. Bien, c'est sûr qu'il fallait l'attacher. Il fallait obtenir le prêt de l'appareil, il fallait utiliser l'équipement. Ce qu'on aurait pu faire avant, mais vous savez, il y a beaucoup de décisions qui sont prises en fonction de l'élément qu'on a. Puis je veux juste vous expliquer que, comme je le disais précédemment, la conclusion, c'est que là, c'est clair que ça ne peut pas fonctionner pour les raisons que j'ai énumérées, mais nonobstant ça, si l'individu avait toujours été en vie, il est loin d'être certain qu'on aurait pu détecter la trace de chaleur compte tenu de la densité du boisé par rapport à l'altitude. Là, je ne suis pas un spécialiste, là, je ne veux pas rentrer dans le fin détail. Ça aurait pu ultimement rien changer. Est-ce que ça aurait pu être fait avant? Mais vous comprenez qu'il y a des fils attachés, il faut faire des démarches. Puis il y avait un paquet d'autres démarches d'enquête. Vous savez de quoi? Probablement que si on était une semaine tard dans le temps, puis qu'on n'avait pas encore trouvé le corps, bien, il y a d'autres probablement techniques ou d'autres méthodes ou d'autres démarches qu'on aurait faites. Donc, moi, je vous dirais qu'encore une fois, je reviens à ça. C'est sûr qu'on va revisiter toutes les décisions qui sont prises. Mais aujourd'hui, je vous dirais qu'on a quand même, je vous dirais, l'assurance ou le sentiment que tout ce qui pouvait être fait a été fait, surtout quand on sait maintenant la vitesse à laquelle le drame s'est joué, malheureusement. Est-ce que ça compte? Dernière question en français? Bonjour, François Caramel pour ma lettre de la pointe. Je me demandais, bon, vous avez dit... Je vous entends pas bien, Approchez-vous, par s'il vous contre, plaît. monsieur. Approchez-vous à la limite. Je me demandais si, bon, vous avez affirmé que l'enquête criminelle est terminée. Est-ce qu'il y a encore des questions qui sont posées à la Sûreté du Québec? C'est bien le cas, lesquelles, notamment dans les intentions Mais en fait, maintenant que l'enquête criminelle est terminée, puisque le seul suspect est décédé, c'est le coroner qui prend la relève dans le cadre de son mandat. Et nous, notre rôle à nous, ça va être d'assister le coroner. Comme je vous le disais, il y a encore des informations qui entrent, on a encore des vérifications à faire, mais là, c'est vraiment le mandat du coroner qui entre en jeu. Et là, c'est pour ça que je ne veux pas m'avancer quant à l'état d'esprit, ces choses-là, parce que le travail policier, en termes criminels, est terminé. Oui, on va continuer à travailler pour assister celui du coroner, et pour nous, au niveau de l'enquête criminelle et la facette criminelle, là, ça, c'est terminé. Dernière question en français, M. Poirier. Moi, j'avais dit tantôt d'avoir trouvé le téléphone cellulaire dans le véhicule. Est-ce que les enquêteurs, dans leur recherche, savent qu'il est allé voir ses beaux-parents avec les deux filles au cours de la soirée avant de la nuit de l'accident? Deuxième question. Quand le téléphone sonne dans le véhicule, est-ce que c'est exact que c'est les beaux-parents qui appellent? Oui, bien, pour répondre à votre première question, M. Pourré, quand est-ce que c'est produit avant la collision? Effectivement, on connaît les déplacements. On est capable de déterminer qu'ils sont effectivement allés, bon, je vous parlais tout à l'heure du cornet de crème glacée, qui était avec et le comportement qui a été affiché par le suspect à ce moment-là, c'était le comportement qui était attendu égard à ce qu'il avait dit qu'il allait faire, jusqu'au moment de l'embarquer. Maintenant, par rapport au téléphone cellulaire, effectivement, vous avez raison. Il y a un appel qui est entré sur le téléphone cellulaire du suspect, auquel on a effectivement reçu l'appel des beaux-parents, en fait, des ex-beaux-parents qui communiquaient avec nous. Vous avez raison, c'est vrai. Ça se déroule à peu près 1 heure après l'embardé, je vous dirais, plus ou moins. D'autres questions. Est-ce que l'enquête démontre qu'à un moment donné, Carpentier avait des problèmes et s'inquiétait pour la garde de ses enfants? Vous avez parlé tantôt de son attitude à changer. Il est impliqué dans un accident, vous dites que c'est pas volontaire, c'est purement accidentel. Est-ce que les enquêteurs, les hypothèses, ça va jamais, étudient la possibilité que là, il est paniqué compte tenu de ce qui venait de se passer? Est-ce que c'est une des hypothèses qui est retenue par les enquêteurs? Il y en a des hypothèses, M. Poirier, puis il y en a des thèses. Il y en a, mais oui, mais là, je ne veux pas aller là, puis je vais vous l'expliquer, je vais vous le répéter. C'est sûr que les enquêteurs, là, en parallèle des recherches qui se faisaient, il y a quand même une enquête qui se faisait pour un double meurtre. Oui, on en a des hypothèses. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas qu'on en a pas. C'est que je veux me garder d'aller là, parce que là, maintenant, c'est le mandat du coroner. Par respect pour celui-ci, pour le mandat du coroner, je ne veux pas aller là. Et sachez que tout ce qui s'est fait en enquête va contribuer au travail du coroner et on va continuer à y contribuer. Et aujourd'hui, il ne m'appartient pas de spéculer ou d'émettre quelque hypothèse que ce soit, Sans je ne veux pas aller là. spéculer, M. Lapointe, est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, c'est une hypothèse importante? Parce que moi, j'ai eu des téléphones de personnes qui connaissaient. Puis lui, c'était une phobie. Il avait peur de perdre la garde de ses enfants. Là, compte tenu de ce qui venait d'arriver, est-ce que c'est ça qui peut avoir amené qu'à un moment donné, les deux filles se sont touchées? Il faut vous répondre, vous allez me trouver plate, mais je vais vous répondre que pour nous, là, jusqu'à l'embarquer, le comportement affiché par cet individu-là, il est normal par rapport à ce qu'on s'attendrait de lui, par rapport à ce qu'il dit qu'il allait faire. Au moment de l'embarder, tout ce qui suit, c'est ça qui est hors norme. Maintenant, ce qui se passait dans sa tête, je ne veux pas aller là, M. Maurice. Avant qu'ils s'en passent en enquête. Ouais, allez-y, allez-y. À la dernière, allez-y. Le major est ici, vous êtes membre d'État-major.
avec le dossier de Martin Prudhomme. Il est encore chez lui, 2 ans après cette enquête-là. Non, laissez-moi finir, le premier supervisé. Comment se fait-il que 2 ans après, comment il montre les hauts gradés de la Sûreté du Québec dans le dossier de Martin Prudhomme, qui n'a jamais été rencontré par les enquêteurs, qui a été mis sur une voie de service, on décide de ne pas porter de sanction criminelle. Comment vous, l'état-major, officiel? Écoutez, M. Poirier, je vais me contenter de vous dire, parce que je vais être honnête et transparent, que j'ai quand même un lien qui lie à M. Prudhomme. Fait que je vais me contenter de vous dire que pour moi, M. Prudhomme est un homme intègre. Pour le reste, je ne commenterai pas, je ne peux pas commenter ça. Désolé, je ne peux pas commenter. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions en anglais? Approchez-vous un peu, s'il vous plaît, on vous entend pas bien. Merci. You mentioned that up until the accident, there was no fear for a risk. You didn't think that you would have undue behavior. You contacted the family. When you contacted the family, did they say that they were worried that there could be harm that might be coming to the children? Well, there was worry, but you have to understand that they were implicated in a car crash. So it was a worry with regards to what their status or their health was following the car crash. But it wasn't a worry of what the father might do to the daughters. So that's why I'm saying we did do a lot from the get-go. We did some search, some ground search. We had the dogs out. We checked taxis, Ubers, hospitals. But the angle of the work of how we were worried was based on the fact that it was a car crash, and we didn't know if they'd gotten out of the car, if they'd gotten help, and it wasn't a worry that the father would do anything to the daughters. And that was exactly what we were getting from the family, that obviously they were worried because they wanted to know what happened, but their worry wasn't towards how the father would act towards his daughter. And that's the very important, I'd say, variable that doesn't lead us to sending out the Amber Alert right away, because while we are worried, we weren't worried that the daughters are in danger from their father, and we're not looking at a kidnapping type scenario. You addressed it in French. Wasn't the fact that there was an accident, the gentleman and his daughters have disappeared, he hasn't called for anybody, he hasn't stayed by the car, as you would expect to get help, wasn't that enough to say maybe we need an Amber Alert? Well, again, aside from how the state the car was in, there's no traces inside the vehicle of severe injuries. Now, the cell phone was left behind, could have been forgotten behind in the stress of the accident, could have been picked up by a passing car, a taxi, could have been in a hospital, could have been a friend's house. The premises was, we weren't worried that the father would hurt the daughters. So we were looking for them, but it makes no sense that you're going to send out an Amber Alert stating that you're worried for the welfare of 2 daughters from their father when the family, while they are worried, aren't worried about how he's going to act. So there has to be, you have to have the element of kidnapping if you're going to go out and send an Amber Alert. That being said, a lot was done during that evening. It's not that we were standing still and waiting. It's just that the Amber Alert in itself wasn't sent out. And at the end, you have to remember that the purpose of the Amber Alert is to get citizens to be alert of what's going on, open their eyes, their ears. And in this case, we can establish that the last time that the 3 were seen alive was in the minutes following the car crash, when they went into the woods, and they were never seen alive after that. So, notwithstanding the fact that we didn't send out the alert on that evening, the next day, it wouldn't have changed anything, because following the car crash, except from the time when people saw them cross the highway and go into the woods, they weren't seen alive again. Could you just recount in English the nature of the car crash, what happened exactly, and what happened in the moments after that Okay. evening? Basically, what the investigation tends to show is that it wasn't a deliberate car crash. The suspect lost control of the vehicle. Our car accident specialists combed the scene and come to the conclusion that it wasn't a voluntary car crash, and even that there are traces showing that he tried to regain control of the vehicle prior to going off the road. Every behavior that was noted that's been determined during the investigation prior to that moment is behavior that is normal, that fits what we would expect from that individual. Except that from that point on, after the crash, it's everything else after that that doesn't add up to what we would call normal behavior. Now, what the investigation tends to show is that following the car crash, they walked into the woods, they crossed the highway, walked into the woods towards the south, a distance of 1.7 kilometers, where the suspect went into a shed that was there, and
the investigation tends to show, and that was released. That was something we told you last Thursday. The investigation tends to show, because of the DNA that was found on the premises, that the suspect was really the one that broke in. We didn't find the daughter's DNA, but for us it simply means that they didn't go inside the building at that time. About 750 meters further south is where sadly the bodies were found, the daughter's bodies were found. And at that point in time, we believe that while what the investigation shows with the autopsy reports is that while the daughters had been hurt in a car crash, they were killed. They were killed by a blunt object used by the suspect at that place, at that area. Following that, the suspect continued south, where he was found last Monday, which is about 5.5 kilometers from the initial crash. And basically, what we know now, today, given the autopsies, given the investigation, is that all these events that I just related to you all occurred in a very small time frame following the accident. We believe that on the morning of the 9th of July, sadly, all those sad events had already been played, and all three were already dead. That's what the investigation tends to show right now. Can you said that it seems to be within the 12 hours that everything had occurred, yet it wasn't until July 20th, Monday, that the body of Carpentier was found. I was there last week, an enormous amount of resources for the manhunt. Can you explain why it took so long between July 8th accident, 12 hours, July 9th then of this all happening, and it wasn't until July 11th and then July 20th that Carpentier's body was found? Well, it's a good question. The first thing I have to keep in mind, and I was telling that before in French, I was saying, it's easy today, with everything we know, to look back and second guess some decisions, but you always have to go back in time. When a decision was taken based on the information that was available at that time. The perfect example is the shed where we broke into, which we only discovered Wednesday of last week, and we told you on Thursday. So everything before that, every decision taken before that, is based on the fact that we don't have that information. How we know now that everything was played in the first 12 hours? Well, again, I mentioned the autopsies. Now, it wasn't possible to know what state the corpse would be, what the autopsy would show before we found it. So that was, in a sense, part of the missing piece to be able to ascertain the sequence of events. With regards to not finding them sooner, well, the search is based on the information that we have. It was based on footprints that we found. It was based on the fact that we knew the suspect was traveling barefoot because he lost one of his sandals in the car. It was based on the fact that until we found the daughters, he was traveling with 2 children. It was based on all these information, on the density of the forest by the experts. It's easy today to look back and say, well, you know what, the perimeter should have been this wide or this long and this large, now we know where they were. But going back on the information that we had at that time, we feel that it was the right call. Do we wish we would have found them sooner? Obviously, but we had to go with what we had. And I can tell you, everything that was done, whether it's the search on the ground with all the resources, whether it be the quads, the dogs, the officers, the plane, the drones, the chopper, all the resources that were put to work to find them, and all the investigation that was done, because people relate a lot to the search, and people focus a lot on that because that's what they can see. But remember, at the end of the day, it's over 1,000 information that we received that had to be checked, double-checked by investigators, which led to meeting witnesses, maybe getting recordings from surveillance cameras, and all that work had to be done. It's 1,000, over 1,000. So you can imagine what that represents, the type of work. So today, are we satisfied with the result? Well, you can't. I don't think you can be satisfied when the end result is the 3 of them being dead. I think everybody wanted to find the daughters alive. That was the whole purpose. That being said, we're confident that everything that could have been done was done. And again, that being said, every day, on every single day, at the end of the day, when the people making the decisions would meet, they would second guess, ask, think how they could push this further, what else they could have done. And even now that the operation is terminated, the investigation is concluded, for sure there's going to be a post-mortem. For sure we're going to look back, we're going to debrief, and we always want to be better for the next time. But we really feel that everything that could have done was done. Can you specify, was Carpentier found within the area that you were searching or outside of the area? I'm sorry, I didn't hear at the beginning of your question. Was Carpentier found within the same area
Okay, well, it's a bit complicated, but you have to understand that while we always refer to one perimeter, there's actually more than one perimeter. Because there's a perimeter that's determined for the dogs, for the search that the dogs are going to do. There's another perimeter that's determined for the officer that'll walk the woods, if you like, that will search physically the woods. There's another perimeter for the quads, and there's another perimeter for the plane with the heat sensor and the drones. So the first two perimeters I mentioned, which is the one for the dogs and the one for the searchers on the ground, he was slightly outside that perimeter. But he was inside the perimeter that was used by the planes, by the drones, and also the perimeter that was used by the quads. Now, obviously the heat sensors, well, looking back now, knowing that everything was played in the first 12 hours or even earlier than that, we can look back now and understand that it wasn't maybe a good strategy in the sense that we couldn't find heat signatures. But even telling you this, and I'm not a specialist, but from what I hear from what was told to me by the investigators, is that from the sky, what you can see is basically nothing, because the trees, the way they're made, you can't see the ground. And it was so thick that it's even possible that, given the altitude, that the heat sensors wouldn't have worked. I'm not a specialist, I'm just saying what I was explaining. So, also I'm mentioning that we did visit that property, those premises where he was found. Actually found in the woods, close to that property. It was visited twice, on July 10th and July 17th by officers. We even had a conversation with the owner there, asked if he had seen anything, if he had noticed anything missing from his property. When we found Carpentier, when he ended his life, there was a ladder that was found there. But when we met the owner, which owns a few ladders, he hadn't even noticed that one of the ladders was missing. So we had no elements that would have brought us to search more into detail, given the fact that we were outside the ground search perimeter. And I can tell you from where he was found, it wasn't something that was easily visible from the property, and the forest is very dense in the area. When you was found at the restaurant, a number of neighbors told us that they had been smelling the smell of a dead body for days. Was that brought to the attention of the SQ? I don't have that information. The information I have is that on Monday is the first time that was brought to our attention, and I don't have any information for you to the fact that there was a smell or anything before that. No, I don't have that information. Can you explain so for a week and a half from July 8th, the SQ, I know Madame Mathieu was very open at speaking with us, and then Wednesday last week, the decision was made to not give updates unless there was important information. Can you just explain the change in the strategy for the SQ in giving the public information, also speaking to media? It's a very good question. It's always a question of balance, right? Because, I mean, we can understand that practically everybody in Quebec was following the story. People wanted to know, people are curious. You guys have a job to do, I understand that. But for us, it's always the balance between letting some information out and protecting the investigation. And as days were going by, we weren't finding Carpentier, and we didn't know if he was alive or not. So we also had to ascertain that he might have been pulled up, maybe in a chalet somewhere, maybe he had access to a radio, to a cell phone, to a television set, and he was hearing everything that we were telling you and that you were telling the public. So you have to take that into consideration. An example I can give you is until today, we never mentioned the fact that for us, we were investigating a double murder. Well, why we didn't tell you that? It's quite simple. We were still hoping that at some point, if he was still alive, he would come out and he would give himself up. Now, if we're going to go public and say that all of a sudden now what we're chasing is a murderer, well, we're not really giving incentive to come out and turn himself in. So that's the type of decisions you have to take. It's tough because people want to know, and I understand people are curious. But at the end of the day, I think the right call is the one to protect the investigation. That's the way you got to go. And I think today I've been very straightforward for as much as we know as facts. Because again, I don't want to go into hypothesis, but when you don't know if the suspect that you're tracking can hear what you're saying, then you got to be watching what you're saying, obviously. Dernière question. Yeah, you mentioned at one point earlier they said he broke into a trailer and he stole some items. Can you talk about what kind of items that he procured during this? I can give specifics. There was a shovel, there was a lighter, items that were found where the daughter's bodies were found. But for us, it's significant in the sense that we're able to put them there in a certain timeline that he was there because we found the DNA. That's what's important for us in that situation. And just finally, did he have any history with either the police or child protective services? I know we're not talking about motive, but it sounds absolutely impossible that a completely loving, normal father just suddenly gets in a car crash and starts collecting his daughter. It's a good question. Obviously, you can understand that all the groundwork, all the background work was done. The reason I don't want to go into that today, of course we have hypotheses, of course we have theories, but
But now it's the coroner's job. And for me today, the criminal investigation being concluded, because for us, we're convinced the investigation shows that there's no accomplice. He was working alone. Out of respect for the coroner's work, I don't want to go into that. I'll let the coroner do their work, but know that everything that was done in the investigation will be available for the coroner to do their job. But I don't want to go into specifics regarding that. Une dernière question. You gave us some information about the fact that Mr. Carpentier was barefoot, sandals, things like that. And we all know now that it happened in those 12 hours, at least certain boxes. Could you give us a little bit of information about this? How the young girls were they wounded from the car crash prior? Were they wounded from going through the woods? You saw footprints, things like that. Were they wounded because they defended themselves against their father, maybe things like that? How long they walked? Carried them. Some specifics about that time period from the car crash until they were their life was ended, and if it was in the same place. Okay, well, again, it sticks to the facts. I can tell you that eyewitnesses saw them crossing the highway, that one of the daughters was walking, the other one was being carried by her father. I don't want to go into any further detail than that. With regards to how far, I can tell you they were found 2.4 kilometers from the scene of crash. But one thing I can tell you, and one thing I want to tell you, it's very important that you just brought to mind for me, is when I told you that everything was done, investigators went as far as walking barefoot to see how difficult it was to move in that forest, not wearing any shoes. That's how far we went to try and ascertain how he was moving, where he was going, how far he could go, to determine where he could be. So that kind of shows you what kind of state of mind the officers working the case were in, that they would go to the point of walking barefoot the way he was walking barefoot to try and ascertain what kind of mobility he was looking at. And both girls were found together, both bodies? Yeah, the daughters were found very close to each other, yes. You're welcome. Je peux pas vous dire, M. Poirier, on va revenir là-dessus. Ça va? Je pense que Merci. ça complète. Thank you very Merci. much.